Chapitre 19. La politique structurelle. Premier point, les différentes justifications théoriques de l'intervention de l'État. Adam Smith, c'est un maître de l'école classique, dit que l'État a trois rôles très importants. D'abord, il doit protéger la société des attaques extérieures. Ensuite, il doit s'assurer que personne dans la société ne subisse d'injustice ou d'oppression. Et enfin, il doit construire les infrastructures publiques, comme les routes ou les ponts. Samuelson, un autre économiste, il parle des biens collectifs, c'est-à-dire les choses comme les parcs ou les routes que tout le monde peut utiliser sans qu'une seule personne ne puisse les posséder. Et puis, il y a aussi la question des externalités, c'est-à-dire quand ce que tu fais a des effets sur les autres. Par exemple, si tu ouvres une usine qui pollue, c'est pas toi qui en souffres, c'est tout le quartier. L'État intervient donc pour limiter ces impacts, par exemple en imposant des taxes sur la pollution. Comme ça, les entreprises réfléchissent à deux fois avant de polluer. Les marchés sont imparfaits, parfois ça déraille et ça s'éloigne du modèle idéal de la concurrence pure et parfaite. Par exemple, imagine qu'il n'y ait qu'un seul boulanger en ville. Toi, tu es obligé d'acheter ton pain chez lui et il pourrait fixer le prix qu'il veut. C'est ce qu'on appelle un monopole naturel. Même avec deux entreprises, ça peut être compliqué. Selon la théorie du duopole de Cournot, deux entreprises en position de duopole doivent surveiller ce que fait l'autre avant de fixer leur prix. Imagine-toi, tu tiens une pizzeria et il n'y a qu'un seul autre resto en ville. À chaque fois que tu fais une promo, ton concurrent réagit directement pour ne pas perdre ses clients. Pas facile de trouver le bon équilibre. Il y a aussi la théorie des jeux. Ça, on en parle en détail dans le chapitre 2 de l'UE7 du DCG. Point suivant, la montée en puissance de l'État. Après la guerre en France, le plan Monnet a été mis en place pour reconstruire l'économie. Il s'est d'abord concentré sur les secteurs de base, comme l'acier et le charbon, puis d'autres plans ont suivi. Ils ont visé à soutenir l'agriculture, construire des écoles et former les travailleurs. Bon, en clair, l'État décide de créer une école juste à côté de chez toi pour que tes enfants puissent avoir un meilleur avenir. Enfin, l'État a aussi voulu décentraliser l'industrie. L'idée, c'était de construire des usines près des bassins d'emploi pour éviter que tout le monde parte vite dans les grandes villes. Par exemple, si on ouvre une usine à côté de chez toi, t'as pas besoin de déménager et tu trouves du boulot facilement. Point suivant, les faiblesses de l'État. Dans une démocratie, c'est un peu comme si chaque électeur formait une équipe pour réclamer des services de l'État. Imagine que toi et tes voisins demandiez tous une piscine publique, un grand parc avec des jeux pour les enfants et une bibliothèque flambant neuve. Pour répondre à tout ça, l'État doit sortir leur carnet de chèques et augmenter les dépenses publiques. C'est logique, mais ça peut vite exploser les budgets. Selon Soman, la concurrence est souvent mieux que le monopole. Pourquoi ? Parce que ça oblige les entreprises à travailler plus efficacement pour rester dans la course. En clair, si tu es le seul vendeur de fruits au marché, tu peux te relâcher sur la qualité ou augmenter tes prix. Mais si un autre marchand s'installe à côté de toi, t'as pas le choix, il faut que tu sois compétitif. Et puis, les droits de propriété, c'est super important aussi. Si tu possèdes une maison, t'as une vraie motivation pour l'entretenir, la louer ou la vendre, parce que ça reste ton bien. Imagine que t'es locataire, tu ferais peut-être moins attention à son état. Point suivant, l'imperfection des marchés. La théorie des droits de propriété nous dit que parfois, les gens peuvent résoudre leurs problèmes eux-mêmes sans l'intervention de l'État. Par exemple, avec le marché des droits à polluer. Alors oui, ça peut paraître bizarre, mais l'idée, c'est que les entreprises qui polluent moins peuvent vendre des droits à celles qui polluent plus. Résultat, tout le monde a intérêt à réduire ses émissions pour économiser ou même gagner de l'argent. C'est une sorte de système qui s'auto-régule. Alors ça, on en parle en détail dans le chapitre 8 de l'UE10. Et puis, on a les marchés contestables de Baumol. Alors là, l'idée, c'est que la concurrence ne dépend pas forcément du nombre de boîtes sur le marché. Par exemple, même si tu es le seul boulanger en ville, si ouvrir une boulangerie est facile pour d'autres, tu seras obligé de maintenir des prix raisonnables pour éviter que quelqu'un ne vienne te piquer tes clients. En gros, même la menace d'une concurrence peut suffire à rendre le marché plus équilibré. Point suivant,
la puissance des marchés. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG/DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Avec la mondialisation, on a vu de plus en plus de fusions et d'acquisitions entre entreprises. L'objectif, c'est d'atteindre une taille critique pour réduire les coûts et devenir plus compétitif. Imagine que ton entreprise, elle fusionne avec une autre. Vous partagez les locaux, le matériel, les salariés et hop, vos coûts y baissent. Et grâce au marché financier, tu peux trouver facilement des fonds pour réaliser ce genre de projet. Par exemple, une banque ou des investisseurs te donnent un coup de pouce pour financer cette fusion. Mais attention, toutes les fusions ne se passent pas comme prévu. Il y a parfois des soucis, notamment à cause des différences culturelles dans les régions, dans la gestion des équipes. Par exemple, si ton entreprise très locale fusionne avec une boîte étrangère, ou bien que les méthodes de travail sont complètement différentes, ça peut créer des tensions. Les employés ne se comprennent pas toujours et ça peut nuire à l'efficacité globale, alors c'est pas toujours gagné, même si sur le papier, ça semblait être une bonne idée. Point suivant, la privatisation et la fin des monopoles publics. À la fin des années 70, il y a eu un gros changement de cap avec des leaders comme Reagan aux États-Unis et Thatcher en Angleterre. Leur idée, l'État devait se désengager un peu, voire beaucoup, de l'économie. En France, on a suivi le mouvement et en 1986, plein d'entreprises publiques ont été privatisées. Imagine que l'État possède une entreprise qui gère les autoroutes et qu'il décide de la vendre. Pourquoi ? Pour récupérer de l'argent et aussi pour encourager la concurrence. Au lieu qu'un seul acteur fixe les prix, plusieurs entreprises se lancent et doivent se battre pour proposer les meilleurs tarifs. Toi, en tant qu'utilisateur, tu te retrouves avec plus de choix. Bon, en théorie, parce que pour les autoroutes, ça s'est pas forcément passé comme ça. La construction européenne a aussi joué un rôle dans cette dynamique. Avec l'Union européenne, il y a eu des directives pour casser les monopoles publics, surtout dans les domaines comme les télécommunications ou l'électricité. Imagine-toi à une époque où tu n'as qu'un seul opérateur téléphonique. Maintenant, grâce à ces réformes, tu as le choix entre plusieurs opérateurs et ils se tirent la bourre pour te séduire avec des prix bas ou des services innovants. Point suivant, la régulation des marchés. Selon Pigou, il y a des moments où les marchés ne fonctionnent pas comme ils devraient. Et dans ces cas-là, l'État doit intervenir pour corriger le tir et permettre d'atteindre ce qu'on appelle l'optimum de Pareto. On dit simplement, c'est quand tout le monde y gagne sans que ça ne lèse personne. Imagine que ton entreprise pollue en produisant. Si l'État te met une taxe pour compenser le coût de ta pollution sur la société, ça t'oblige à réfléchir à des moyens de polluer moins. Au final, tout le monde s'en sort mieux, toi tu optimises tes coûts et la planète respire. Mais les économistes institutionnels, eux, parlent d'un autre problème, les coûts de transaction. Alors c'est un terme technique, mais imagine simplement que chaque fois que tu fais un échange, ça te coûte quelque chose, que ce soit en argent, en temps ou en énergie. Et si ces coûts deviennent trop élevés, il est parfois plus simple de tout produire toi-même au lieu d'acheter ailleurs. Par exemple, si tu veux des légumes, mais que le marché est trop loin ou trop cher, tu pourrais préférer faire ton propre potager. Et là, l'État peut intervenir pour réduire ses coûts et rendre le marché plus attractif. Même si les marchés sont plus libres aujourd'hui, il faut parfois y mettre des limites. Dans les transports, par exemple.
La libéralisation, elle a parfois causé une hausse des tarifs. Imagine que l'État décide de subventionner les trains ou les bus pour éviter que les prix grimpent trop et que toi, tu puisses continuer à te déplacer sans te ruiner. Bah ça, c'est une forme d'intervention moderne de l'État. En 2004, la France a lancé une stratégie sur les pôles de compétitivité. Ces pôles regroupent des entreprises, des universités et des centres de recherche autour de projets innovants. Imagine, par exemple, que ton entreprise rejoint un pôle de compétitivité dans ta région. L'État te donne des aides pour que tu développes des produits ou des services innovants. En gros, c'est un coup de pouce pour booster ton activité tout en restant compétitif à l'international. Enfin, l'État reste aussi vigilant pour protéger les intérêts économiques nationaux. Par exemple, si une entreprise étrangère veut acheter une grosse entreprise française, l'État peut dire non. C'est une manière de garder un contrôle sur des entreprises stratégiques. Donc imagine qu'une entreprise étrangère veuille racheter le fournisseur d'électricité de tout un pays, l'État peut intervenir pour éviter qu'on perde la maîtrise de quelque chose d'aussi crucial.